Bonjour à tous, ici Pascal des études sur la neutralité. Nous sommes le 13 août 2025 et comme vous le savez tous, dans 2 jours, le 15 août, vendredi, nous assisterons à la rencontre tant attendue entre Donald Trump et Vladimir Poutine à Anchorage, en Alaska, aux États-Unis. Actuellement, il y a beaucoup de discussions sur Internet et de débats en ligne sur la signification de cet événement et sur la question de savoir s'il s'agit réellement d'une démarche sincère de l'administration Trump et des Russes pour mettre fin à la guerre, ou bien quelles sont les stratégies en jeu. J'aimerais aborder ce que je considère comme les 3 interprétations les plus marquantes de ce que nous observons actuellement. La première est celle que j'attribue à Brian Berletic, qui parle de continuité de l'agenda et de division du travail. Cette école de pensée estime que ce que nous voyons n'est que la dernière itération d'une très longue série d'événements qui montrent tous que les États-Unis ne changent en réalité rien sur le fond et cherchent toujours l'hégémonie, simplement en poursuivant cet objectif par une stratégie à court terme différente pour le moment, mais en se réarmant en somme pour parvenir au même résultat. Diviser la Russie et au final, s'en prendre à la Chine. Il existe ensuite une deuxième école qui pense en fait que Donald Trump est actuellement à court d'options. Il est en train de perdre la guerre et a besoin d'une porte de sortie qui lui permette de sauver la face. Et c'est ce qui est en train de se produire. La troisième école interprète Donald Trump comme étant réellement intéressé par la paix, comme il l'a affirmé pendant sa campagne. Et ce que nous avons observé au cours des 6 derniers mois a été en dents de scie. Mais désormais, M. Trump est aux commandes afin de tenir ses promesses de campagne et de poursuivre son programme America First, comme sa nature le pousserait à le faire. Mais examinons ces 3 points un par un. Je tiens à souligner que je n'ai aucun moyen de prouver laquelle est la bonne interprétation. Toutes ces interprétations ne s'excluent pas mutuellement. En réalité, elles vont de pair. Parfois, certaines de ces idées, bien sûr, se contredisent. Et il est probable que seul le temps nous dira laquelle des 3 est la bonne. Mais il existe, à mon avis, des indices importants pour nous permettre de juger ce que nous devons croire à propos de ce qui se passe. Commençons donc par l'argument de Brian Berletic sur la continuité de l'agenda et la division du travail, qui soutient essentiellement qu'à long terme, les États-Unis n'apportent aucun changement à leur stratégie. En réalité, c'est l'État profond qui gouverne plus ou moins le comportement de Washington et des États-Unis en tant qu'acteurs de la politique étrangère. Peu importe qui est au pouvoir, que ce soit Donald Trump, Joe Biden ou Obama, au final, ce sont les intérêts de l'État profond qui l'emportent. Et ces intérêts sont mis en œuvre sur une longue période. Si l'on se concentre uniquement sur l'instant présent, sur ce qui est dit dans le cycle politique actuel, alors on passe à côté de l'essentiel. Et l'essentiel, c'est que les États-Unis cherchent toujours l'hégémonie et veulent toujours démanteler la Russie, mais qu'ils se heurtent à un mur, tout comme ils s'y sont heurtés par le passé. Ce qu'il fait généralement ensuite, c'est faire un pas en arrière, tendre une branche d'olivier, ou faire semblant de le faire, puis essayer en réalité de gagner du temps, de tromper l'autre camp en lui faisant croire qu'un véritable changement est en cours, tout en se préparant à armer d'autres régions du monde, qui mèneront ensuite d'autres guerres par procuration ou autre chose du genre. Brian Berletic cite souvent l'exemple du Grand Reset qui a eu lieu sous Obama avec Hillary Clinton, où Hillary Clinton avait littéralement un bouton de réinitialisation qu'elle a pressé avec M. Lavrov. Tout le monde souriait, plaisantait, et on pensait que cela allait bien se passer, mais en réalité, ce ne fut pas le cas. C'était simplement un moyen de gagner du temps pour armer l'Ukraine et obtenir une nouvelle occasion de démanteler la Russie à l'avenir.
Dans ce cadre, il soutient également que ce que recherchent réellement les États-Unis, c'est une division du travail. Par là, il entend que les États-Unis essayent de laisser la guerre aux Européens, tout en faisant semblant de se replier vers l'Atlantique, afin de gagner du temps pour se préparer à affronter et finalement entrer en guerre contre la Chine, tout en continuant à alimenter la guerre en Ukraine par l'intermédiaire des Européens, en armant les Européens, puis en poursuivant la guerre là-bas, tout en prétendant que ce n'est pas ce qui se passe réellement. Son interprétation est tout à fait logique. Il dispose de nombreux exemples pour étayer ses propos, notamment des discours de Pete Hegseth, qui a effectivement évoqué une division du travail et affirmé que les Européens devaient prendre leurs responsabilités et faire davantage dans la guerre contre la Russie. Tout cela a également été exposé dans des documents de politique, et surtout dans un rapport de la RAND intitulé « Overextending Russia », datant de plus de 15 ans, dans lequel la RAND Corporation et les auteurs du rapport expliquent comment la Russie doit être mise au défi dans tous ses domaines stratégiques, y compris la Syrie, l'Ukraine et le Caucase du Sud. Including in Ukraine and the South Caucasus and Et Berletek ne cesse de souligner que, regardez, c'est le manuel. Nous avons ces manuels et ils suivent ce processus étape par étape. C'est comme nous avions un manuel pour la Russie. En Asie de l'Ouest, nous avions 7 pays à renverser en 5 ans. Cela ne s'est pas fait en 5 ans, mais les États-Unis ont réussi, au final, à renverser 6 des 7. Le seul qui reste, qui n'a pas encore été renversé, selon le plan dont nous avons tous entendu parler. Et maintenant, j'ai oublié le nom du gars, mais c'est l'ancien général américain qui en a parlé. Le seul qui tienne encore debout, à ce jour, c'est l'Iran. Et on voit comment les États-Unis continuent de mettre une pression extrême et ont récemment tenté, là aussi, de provoquer un changement de régime. Il existe donc des preuves très solides que l'interprétation de Pascal Lotaz concernant l'agenda de continuité et la division du travail n'est pas du tout erronée. Et si l'on adopte une perspective à long terme sur ce qui se passe, on voit que l'approche actuelle de l'administration Trump n'est que la dernière étape. Prendre du recul, se réarmer et feindre une ouverture envers la Russie afin de gagner des élections. Maintenant, ma principale réserve concernant cette interprétation est qu'elle ne prend pas en compte la réalité, pourtant très démontrable, de l'existence de différentes factions au sein des États-Unis. En fait, Lotaz évoque le fait que l'État profond a des intérêts différents de ceux des acteurs individuels et que l'État profond finit toujours par l'emporter, les néoconservateurs finissant toujours par l'emporter. Mais dans l'ensemble, à mon avis, cela accorde trop d'importance au simple facteur de coïncidence, à ce qui peut arriver si certaines choses se produisent en même temps par hasard, et pas assez de poids aux véritables forces d'opposition à l'intérieur des États-Unis qui ne veulent pas voir certains résultats se réaliser. Et nous savons que même au sein de la RAND Corporation, il y a des personnes qui ont rédigé des rapports très différents. Oui, il y a eu le rapport de la RAND sur la surextension de la Russie, mais il y a aussi eu d'autres rapports qui expliquent comment l'Ukraine doit être transformée en pont, en État tampon. Il y a aussi cela. Et il existe différents think tanks qui essayent tous d'exercer leur influence au Congrès et qui publient ces rapports. On peut donc très bien voir que les États-Unis ne sont pas un acteur unitaire. Et même si nous avons quelque chose comme l'État profond, il faut bien supposer que là aussi, il existe une grande diversité d'opinions sur ce qui devrait se passer et ce qu'il faudrait faire. Et parmi ces opinions, on trouve les Victoria Nuland, les Tony Blinken et les Joe Biden. Mais il y a aussi l'autre camp, les Bill Burns, les anciens directeurs de la CIA, les Jack Matlock, anciens ambassadeurs des États-Unis auprès de l'Union soviétique, et d'autres hauts responsables qui font également partie de l'administration américaine et qui ont des visions très différentes. Parfois, ils remportent le débat,
parfois ils le perdent, ou plus souvent qu'autrement, ils le perdent. Et il est tout à fait clair que dans les années 1990, les partisans de la retenue, les Jack Matlock et les autres, ont perdu le débat. Les États-Unis ont effectivement élargi l'OTAN et pensaient pouvoir, comme le dit souvent John Mearsheimer, simplement l'imposer aux Russes. Et ces derniers ne voulaient pas s'y plier. Mais il y a aussi d'autres aspects. Un autre danger lié à cette première interprétation de la continuité de l'agenda est ce qu'Edward Snowden nous a mis en garde de façon intéressante dans un essai récent qu'il a écrit, je crois que c'était sur Substack, dans lequel il soulignait à plusieurs reprises qu'il existe un risque. Si l'on se concentre trop sur les détails de ce que font ces grandes puissances, on pourrait commencer à interpréter une intentionnalité dans des schémas, alors qu'il s'agit en réalité davantage du résultat de différents facteurs fortuits qui finissent par façonner la réalité que nous observons. Tout n'est pas un complot. Il existe des complots. Il y en a, mais tout n'est pas planifié à l'avance pour simplement se dérouler comme cela se passe ensuite. Et comment, rétrospectivement, tout semble logique une fois qu'on relie les points. Il y a une tendance à trop relier les points. Nous avons une tendance psychologique à parfois trop relier les points. Et nous devons faire attention à cela, car c'est une façon de nous égarer. Je n'accuse pas Brian Berletic d'avoir fait cela. Je ne l'accuse pas d'avoir tort. Je dis simplement que ce sont des écueils qu'il me semble raisonnable de garder à l'esprit lorsque nous discutons des événements actuels impliquant Vladimir Poutine et Donald Trump. Maintenant, le deuxième camp soutient que Trump n'a plus d'option pour éviter cette défaite humiliante et qu'il est désormais réellement en difficulté pour simplement trouver une porte de sortie. Cette interprétation reste bien sûr compatible avec l'argument de la continuité de l'agenda, car, surtout si l'une des approches de politique étrangère, et je pense ici à l'Ukraine, à la guerre par procuration, ou à la mise en œuvre d'une guerre contre la Russie via l'Ukraine, cette politique étrangère, cette politique sanglante et malfaisante, s'est heurtée à un mur. Si cela se produit, alors, comme le soutient Berletic, il faut une issue, n'est-ce pas? Et il faut un changement d'approche à court terme pour atteindre l'objectif à long terme. Donc, dans l'ensemble, il ne s'agit pas encore d'une contradiction, mais cela pourrait aussi laisser entendre que si nous pensons que Donald Trump agit ainsi par manque d'options, cela pourrait indiquer un véritable désir de la part de M. Trump de sortir de la guerre et de tenir réellement les promesses qu'il a faites pendant sa campagne. Bien que, dans cette interprétation, il soit davantage contraint de revenir à cette position, plutôt que de la choisir de son propre gré. De plus, cette interprétation suggère qu'il ne s'agit pas, avant tout, d'un piège, mais plutôt d'une manière de sauver la face et de sortir d'une situation plus destructrice et humiliante. Et maintenant, si nous croyons cela, alors nous contredisons, dans une large mesure, l'interprétation de Brian Berletic, qui affirme que non, tout cela est fait intentionnellement et fait partie d'un plan visant à tromper la Russie pour qu'elle accepte une politique qui n'est pas dans son intérêt. Pour la Russie, le mieux est simplement d'avancer, sans se soucier de ce que proposent les États-Unis ou autres, car les États-Unis cherchent seulement à tromper la Russie. Donc, il ne vaudrait même pas la peine d'essayer de leur parler. Pire encore, on supposerait que les États-Unis utilisent les négociations et la diplomatie pour vous piéger. C'est pourquoi cette partie du débat craint aussi fortement que Vladimir Poutine soit tiré en Alaska, où il pourrait être arrêté ou même tué, n'est-ce pas? Donc, si l'on part du principe que les États-Unis agissent toujours par malveillance et cherchent en réalité à vous piéger, on en viendrait à penser que même la vie de Vladimir Poutine pourrait être en danger.
Maintenant, l'école qui dit « non, il n'a plus d'option » soutiendrait que cette rencontre est cruciale pour Donald Trump afin de trouver cette porte de sortie qui pourrait sauver sa présidence. Pour éviter que ce qui est arrivé à Biden avec l'Afghanistan, Biden étant désormais à jamais l'homme qui a perdu la guerre en Afghanistan, ne lui arrive avec l'Ukraine. Qu'il lui faut désormais une solution politique pour, en gros, retirer les États-Unis de là-bas, de leur propre gré, afin que lorsque tout s'effondrera, ils puissent dire « Regardez, nous vous avions dit que les Européens étaient incapables, et cette guerre n'a jamais été la nôtre. C'était la guerre de Biden. Nous avons en réalité pris la décision responsable de ne pas la prolonger. C'est nous qui avons en quelque sorte fixé les conditions de sa fin. Ainsi, il ne serait pas l'homme qui a perdu l'Ukraine. » Il s'assiste sur lui décider d'y renoncer et de corriger une erreur du passé. Cela laisse alors entendre. Cela suggère que ce que nous voyons n'est pas seulement un dommage à court terme. Non, pardon. Ce que cela suggère, c'est que la gestion des dégâts à court terme que M. Trump doit effectuer maintenant prend en réalité le pas sur les objectifs stratégiques à long terme de l'État profond. Ce qui est bien sûr contredit par l'école de la continuité de l'agenda, qui affirme « non, 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 cela reste cohérent ». Mais ici, nous avons des personnes qui disent « non, le court terme l'emporte sur le long terme ». Car l'objectif à long terme était d'utiliser la guerre en Ukraine, la guerre par procuration, pour briser la Russie. Et c'est quelque chose que les Européens et les néoconservateurs aux États-Unis veulent toujours faire. Ils soutiennent encore que dialoguer avec Poutine et lui céder maintenant serait une erreur stratégique. Nous devons simplement redoubler d'efforts. Et si nous persévérons suffisamment longtemps, puis que nous imposons des sanctions écrasantes et punissons les États tiers, alors nous isolerons la Russie, et à la fin, la Russie craquera, elle s'effondrera, et l'Ukraine récupérera tous ses territoires. Ce sera une grande victoire stratégique pour les États-Unis. En gros, ce sont les personnes aux États-Unis qui pensent encore qu'ils peuvent reproduire ce qui s'est passé avec l'Union soviétique, n'est-ce pas? Qu'ils peuvent briser la Russie, comme on a pu briser l'Union soviétique, avec une pression maximale, et qu'il suffit de continuer à armer, dépenser, et qu'au final, l'autre finira par céder parce qu'il est faible et que nous sommes forts. Ainsi, les personnes qui pensent qu'il s'agit d'une lutte entre ces deux camps et que Donald Trump est en réalité poussé à sortir de cette guerre, interpréteraient ce qui se passe comme une victoire des besoins à court terme sur les objectifs à long terme des néoconservateurs. Cela suggère également que prévenir la destruction totale de l'Ukraine est en fait l'une des motivations de Trump, comme il le disait lors de sa campagne. Par conséquent, le fait que les Européens s'y opposent soulève de grandes interrogations. Et Alexander Mercouris de The Duran a d'ailleurs déclaré qu'il était perplexe. Cela signifie que ce sont les Européens qui sont prêts à se battre jusqu'au dernier Ukrainien, tandis que les Américains sont ceux qui affirment officiellement « Écoutez, c'est un bain de sang et il faut que cela cesse ». Et tous ces jeunes hommes, beaux, en Ukraine et en Russie, ils n'ont pas besoin de mourir. Nous pouvons en réalité mettre fin à cela autour de la table des négociations, alors que ce sont les Européens qui demandent actuellement que plus de sang coule sur le champ de bataille ukrainien, au lieu d'accepter les réalités militaires et au moins d'empêcher la dernière étape, cette défaite militaire totale, durant laquelle d'ailleurs la plupart des pertes du camp vaincu surviennent généralement. Empêcher cela pourrait éviter encore quelques centaines de milliers de morts du côté ukrainien. Il est bien sûr possible que ce soit l'une des choses qui motive Donald Trump, mais cela alimente alors davantage la troisième école, qui soutient que, finalement, Donald Trump est réellement intéressé par la paix.
En réalité, ce n'est pas seulement sa façon de mettre fin à une situation humiliante. C'est l'un des objectifs qu'il souhaite atteindre. Mais ce n'est pas le but principal. Le but principal, selon la troisième école de pensée, est que Donald Trump devienne, bien sûr, le faiseur de paix qu'il prétend être, obtienne son prix Nobel de la paix et parvienne réellement à instaurer la paix. Les objectifs plus larges de la politique étrangère America First du mouvement MAGA incluent le fait de sortir les États-Unis de cette relation toxique avec les Européens, ainsi que de parvenir à un grand compromis avec les Russes, qui pourrait aussi inclure, par exemple, l'accès aux terres rares russes, car les États-Unis ont récemment découvert qu'ils étaient trop dépendants des terres rares chinoises. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles les États-Unis se sont retrouvés dans une impasse. Mais en ce qui concerne cette guerre, ils se rendent compte qu'il existe des vulnérabilités stratégiques qu'ils ne peuvent tout simplement pas surmonter, et que c'est précisément sur ce point que Trump travaille. Le projet visionnaire des sphères d'influence, des sphères d'intérêt. L'administration Trump, avec des personnes comme Marco Rubio, a d'ailleurs déclaré en janvier de cette année « Écoutez, le système multipolaire est une réalité. Nous, les États-Unis, ne sommes qu'un des pôles, mais nous devons accepter que les Russes et les Chinois soient également présents et que les nations agissent selon leurs propres intérêts. Nous essayons de négocier les intérêts des uns et des autres, mais nous essayons de l'emporter de notre côté, n'est-ce pas? Et ce que nous observons actuellement, c'est en fait la concrétisation de cette vision du monde global, même l'administration Trump acceptant un système multipolaire. La question est simplement de savoir comment sortir du chaos engendré par l'ancienne façon de penser. Or, cette interprétation est bien sûr en contradiction avec celle de Brian Berletic. Elle est également en partie en désaccord avec l'école qui affirme « Écoutez, il ne s'agit là que d'une nécessité stratégique globale, car elle attribue à Donald Trump des ambitions plus larges et considère que les États-Unis sont en réalité en train de modifier leur approche générale de la politique étrangère, n'est-ce pas? Il y a des moments où la politique étrangère change radicalement aux États-Unis. Les années 1940 ont été l'un de ces moments. Je ne me lasse jamais de rappeler que pendant 150 ans, l'un des deux piliers de la stratégie de politique étrangère américaine était en réalité la neutralité des États-Unis. Was actually neutrality, US neutrality. That neutrality went hand in hand with the Monroe Doctrine. Cette neutralité allait de pair avec la doctrine Monroe et avec un expansionnisme sanglant, d'abord sur le continent nord-américain, puis vers Hawaï, ensuite dans les possessions espagnoles, puis la guerre contre le Mexique, et enfin une guerre contre l'Espagne et l'acquisition des Philippines, n'est-ce pas? Les États-Unis étaient une puissance expansionniste. Mais c'était aussi une puissance qui utilisait de manière excessive cette politique de neutralité vis-à-vis de l'Europe. L'Europe était quelque chose dans laquelle les États-Unis, au XIXe siècle et pendant la première partie du XXe siècle, ne voulaient pas s'impliquer. Ils ont fait une pause dans cette politique vers la fin de la Première Guerre mondiale, lorsqu'ils sont effectivement entrés en guerre. Mais ils se sont ensuite de nouveau repliés de l'autre côté de l'Atlantique. Et il y a eu une opposition interne très forte à un nouvel engagement, même pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y avait des neutralistes aux États-Unis. Lorsque nous parlons aujourd'hui d'isolationnisme et des politiques isolationnistes des années 20 et 1930, toutes ces politiques sont appelées les lois de neutralité. Elles ont été adoptées par des personnes, en fait, l'America First Committee en faisait partie, qui disaient que les États-Unis devaient rester neutres vis-à-vis de l'Europe, parce que rien de bon n'était jamais sorti de ce continent, ou que le meilleur avait été l'indépendance des États-Unis. Puis il y a eu les années 1940 et la guerre, et ensuite il y a eu un véritable changement d'approche, et ce changement a été bien sûr l'OTAN.
Comme le disait Hastings Ismay, le premier secrétaire général de l'OTAN, l'OTAN existe pour garder les Russes dehors, les Américains dedans et les Allemands à terre. C'était donc la stratégie globale qui justifiait la création d'une telle alliance. Mais cela signifiait en réalité un abandon de l'approche précédente de la politique étrangère américaine. Maintenant, ceux qui affirment que Donald Trump a un véritable intérêt pour la paix et pour un système multipolaire, avec les États-Unis, peut-être comme primus inter pares, mais acceptant qu'il y ait aussi d'autres acteurs, sous-entendent que nous traversons actuellement un autre changement profond. Ils peuvent alors relier ce changement au monde multipolaire et à sa réalité, et également citer plusieurs déclarations de responsables de la politique étrangère américaine, dont Donald Trump, Marco Rubio, J.D. Vance, etc., qui ont tous dit « Écoutez, nous devons nous entendre avec ces autres grandes puissances et nous voulons éviter la guerre », y compris bien sûr Donald Trump dans son discours d'investiture en janvier, affirmant en fait que son administration sera reconnue pour les guerres que les États-Unis ont terminées, mais aussi pour celles dans lesquelles ils ne se sont jamais engagés. Et donc, nous avons cette tension. La question qui se pose alors, bien sûr, c'est peut-on y croire? Si nous pensons qu'il s'agit d'une conviction sincère, d'une véritable intention de l'administration Trump, que devons-nous penser de l'état profond et du fait qu'à maintes reprises, y compris par le passé, l'état profond a réussi à renverser de telles inclinations? Nul autre que Vladimir Poutine nous a dit, lors d'entretiens, qu'il avait entretenu de bonnes relations avec de nombreux présidents américains au fil du temps, qu'il avait eu de bonnes négociations avec eux, qu'ils étaient parvenus à des accords ou à des ententes. Puis, 2 semaines plus tard, le ton venant de Washington changeait. Sa conclusion, bien sûr, est que ces présidents étaient ensuite visités par certaines personnes de la CIA et d'autres institutions qui leur expliquaient « Écoutez, ce n'est pas comme ça que nous faisons les choses » et qu'il existe en réalité non seulement un État profond, mais aussi des factions à l'intérieur des États-Unis qui peuvent être très puissantes et même menacer les administrations. Et à l'heure actuelle, nous ne savons pas de quoi Donald Trump est menacé, y compris les dossiers Epstein et tout le compromat que les Israéliens pourraient détenir sur les États-Unis. On peut donc les menacer d'un côté, pour les pousser à adopter certaines politiques. D'un autre côté, on peut aussi simplement les faire patienter. Et le fait de faire patienter en politique étrangère peut se produire à partir de la base. Je me souviens qu'il ne s'agissait pas d'une grande stratégie japonaise de simplement entrer en guerre avec la Chine en 1931. Cela a été largement provoqué parce que l'armée japonaise, juste un commandement, un groupe au sein de l'armée, a en fait sauter une voie ferrée en Mandchourie. Puis ils ont affirmé « Oh, il s'agissait d'une attaque de certains Chinois, pas des groupes rebelles, comme on les appellerait aujourd'hui des terroristes. Mais à l'époque, on parlait de bandits et de provocation de la Chine. Et donc, il fallait tout miser. » Et ils ont réussi à manipuler les politiciens à Tokyo, qui n'avaient pas prévu que cela se passerait ainsi. Mais c'était clairement ce que nous appellerions aujourd'hui une attaque sous faux drapeau. Cela faisait partie de l'armée, donc d'une partie du processus de prise de décision dans le Japon impérial, qui a ensuite réussi à entraîner une autre partie avec elle. Et dans le même sens, aujourd'hui, nous connaissons la présence écrasante de la CIA en Ukraine. Nous savons que différentes ONG sont présentes et que ces ONG n'écoutent pas nécessairement le président américain. Sinon, le président n'aurait pas eu besoin de couper leur financement via l'USAID et le National Endowment for Democracy. Nous avons donc des indications qui nous montrent qu'il existe divers acteurs, des acteurs américains ou des acteurs soutenus par les États-Unis, qui ont encore, bien sûr, la capacité de manipuler une administration.
Maintenant, même si l'on suppose que Donald Trump est sincère, cela laisse tout de même ouverte la question suivante. Cette intention sincère reflète-t-elle réellement un changement dans la politique de l'État profond américain ou dans l'approche de la politique étrangère des États-Unis? L'une des choses que cela implique, pour ceux qui disent « Regardez, c'est le grand changement », c'est ce que nous attendions. C'est que Donald Trump n'est pas seulement cet élément extérieur au processus politique, venu réparer le système avant que celui-ci ne s'effondre à la manière soviétique, et avant qu'une guerre civile n'éclate, pour corriger la situation interne des États-Unis. Mais cela implique aussi qu'il existe désormais tout un groupe de personnes, les modérés, qui, sous nos yeux, sont en train de l'emporter sur la frange la plus violente des États-Unis. Les néoconservateurs, les Hillary Clinton, les Victoria Nuland, le type Morse. Cette partie des États-Unis est désormais de facto en train de perdre du pouvoir au sein du système américain. Cela nous laisse évidemment avec certains problèmes. Je veux dire, on ne peut pas nier le fait qu'il y a eu une guerre de 12 jours en Iran et que les États-Unis se sont même vantés d'avoir utilisé la diplomatie comme un stratagème pour tromper les Iraniens. Et cela suggérerait, bien sûr, que M. Paletic a raison en disant qu'au final, rien n'a vraiment changé. Nous pouvons inventer une explication à cela et dire, regardez, il y a eu récemment cet argument selon lequel il s'agissait des Israéliens, que c'était une attaque israélienne contre l'Iran et qu'ils ont réussi à manipuler les États-Unis. Ils ont réussi à entraîner les États-Unis dans une situation où ces derniers ont ensuite dû faire semblant d'avoir tout planifié depuis le début, et que tout cela était une grande victoire, alors qu'en réalité, ce n'est pas quelque chose qui avait été planifié auparavant, avant tout par Washington. Au contraire, cela a été conceptualisé plus tard par Washington et Israël à des fins stratégiques et de relations publiques, comme si cela a été préparé de longue date. Donc, ça peut être une explication qui correspond à l'interprétation bienveillante de ce que font actuellement les États-Unis. L'interprétation bienveillante est également contredite par les actions des États-Unis au cours des 6 derniers mois, avec Donald Trump suivant la ligne néoconservatrice et tentant réellement de menacer la Russie par des sanctions écrasantes, et même, ces 2 derniers mois, en évoquant de nouvelles mesures pour isoler davantage la Russie. Et il est, vous savez, Donald Trump très déçu, et allant jusqu'à menacer la Chine et d'autres États que, s'ils continuent à commercer et à acheter du pétrole, tout comme l'Inde, si l'Inde continue d'acheter du pétrole, ils feront face à des droits de douane de 100% ou plus afin de continuer à exercer une pression sur la Russie. Maintenant, l'explication avancée, à nouveau par l'école bienveillante, est que, voyez-vous, Donald Trump a globalement été... Il a simplement été trompé. On lui a donné de mauvaises informations. Et nous savons que dans son cabinet, il compte certaines personnalités très réalistes et pacifistes, dont Tulsi Gabbard et, dans une large mesure, RFK Jr., même si, lorsqu'il s'agit d'Israël, tout est différent là-bas. Mais nous avons Tulsi Gabbard, nous avons J.D. Vance, et bien sûr, M. Witkoff, qui n'est pas seulement un émissaire de Donald Trump, mais aussi un conseiller, qui, si l'on en croit tout ce qu'ils ont dit au fil du temps, lui conseillerait plutôt la prudence. Mais nous savons aussi qu'il a une partie de l'establishment néoconservateur dans son cabinet, dont Rubio et Hegseth, qui pourraient pousser fortement dans l'autre direction. Et nous savons que selon le type d'information que reçoit Donald Trump, s'il a été convaincu que, regardez, encore 3 semaines de sanctions et la Russie s'effondrera. En réalité, les pertes russes sur le champ de bataille sont énormes, n'est-ce pas? Ils ne peuvent pas continuer ainsi. Les compagnies aériennes vont bientôt s'effondrer. S'il a reçu ce genre d'informations, cela expliquerait pourquoi il pensait pouvoir continuer à faire ce que les États-Unis faisaient. Mais dans l'ensemble, il a maintenant dû apprendre
que leurs évaluations étaient erronées. Et en fait, ce que nous voyons maintenant, c'est qu'il arrive à la conclusion qu'il doit faire l'autre partie, et que nous assistons désormais à un effort coordonné qui se prépare depuis un certain temps, également lors de négociations secrètes avec les Russes, pour créer une porte de sortie, peut-être simplement pour sauver la face, peut-être d'une portée stratégique plus large. Mais c'est la raison pour laquelle nous avons observé ces discours belliqueux venant de Washington. Et ici encore, je dois souligner qu'aucune de ces interprétations ne peut être vérifiée quant à sa véracité. Nous pouvons simplement constater qu'elles existent, et ce sont des façons d'essayer de comprendre ce qui se passe autour de nous. Il est tout à fait possible que l'administration Trump et d'autres aient réellement une conviction sincère, mais qu'au final l'État profond l'emporte. Ou bien que nous assistions en réalité à des fissures dans l'État profond et que la structure plus large du système international impose désormais ou rend inévitable qu'un changement survienne aux États-Unis. Même si nous savons aussi que la faction néoconservatrice souhaite toujours emprunter une voie totalement différente. Still very much wants to go a completely different route, and the Europeans want to go a different route. Et les Européens veulent emprunter une voie différente. Ils croient encore qu'ils peuvent gagner cette affaire sur le champ de bataille. Donc, le fait que Donald Trump essaie de faire autre chose nécessite effectivement une explication de sa part. Peut-être que le dernier point, la version bénigne, suggère aussi que si ce changement de grande stratégie se produit réellement, alors ce que nous verrions, c'est un basculement à long terme, un basculement durable contre les néoconservateurs, et que nous l'observerions également dans d'autres théâtres, que nous le verrions au Moyen-Orient, que nous pourrions même le voir en Europe. Et c'est encore bien sûr là où je pense que Brian Berletic avance un argument très solide en disant à quel point est-ce réaliste. Je veux dire, l'administration Trump a été extrêmement belliqueuse envers la Chine. Même des personnes considérées comme de grands réalistes aux États-Unis, comme John Mearsheimer, adoptent une attitude belliqueuse envers la Chine, dans la mesure où ils estiment que la compétition sécuritaire entre Pékin et Washington est inévitable, et qu'il faut donc se préparer afin de s'assurer que ce concurrent de même niveau ne dépasse pas un certain seuil de puissance militaire et économique. Encore une fois, c'est frustrant, dans le sens où je ne peux pas vous donner de réponse claire quant à l'interprétation correcte. Je pense que les trois sont tout aussi plausibles. On trouve des arguments pour et contre chacune d'elles. Et c'est pourquoi je pense que la meilleure façon d'aborder ce sujet est de le considérer en termes d'interprétations pessimistes concernant la paix, d'interprétations optimistes et d'une position intermédiaire, peut-être l'école de la nécessité, qui voit les événements actuels comme le résultat de nécessités à court terme. Dans ce cas, bien sûr, l'idée est que la guerre est perdue et que Donald Trump et d'autres le reconnaissent parce qu'ils disposent effectivement des renseignements nécessaires pour en juger. Je ferai une émission à ce sujet un autre jour. Nous savons que les renseignements militaires disponibles sont en fait réalistes. Nous savons que les absurdités qu'on nous sert à travers les médias sont ce que certaines parties de l'establishment veulent que la population crédule croie. Mais nous savons que, militairement, le Pentagone a en réalité une bien meilleure compréhension de la situation, et que c'est désormais cette nécessité qui pousse à ces pourparlers de paix. Quelle que soit la raison, nous verrons dans un avenir proche comment les Russes vont gérer cela, car je suis assez certain qu'eux aussi essaient actuellement de déterminer à quel scénario nous avons affaire, et tentent, d'une part, de ne pas tomber dans un piège, et d'autre part, de ne pas laisser passer une opportunité potentielle. Car s'il y a bien une personne qui comprend la valeur d'un allié de l'autre côté de l'Atlantique, je pense que c'est Vladimir Poutine, et qu'il faut effectivement aussi lutter contre son propre système et ses propres partisans
qui agissent de cette manière ou d'une autre. and your own saboteurs that do this in one way or another. And sometimes when we see these leaks in the United Et parfois, States of, lorsque nous voyons ces fuites aux États-Unis, provenant de personnes proches du dossier, il s'agit parfois d'une information diffusée en accord avec la ligne d'action de l'administration. Et parfois, c'est fait dans le but de les saboter, n'est-ce pas? Et parfois, ces fuites sont censées empêcher la mise en œuvre de certaines politiques. Et alors que nous parlons 2 jours et demi avant la réunion au sommet, nous savons qu'il y a des personnes en Europe et en Ukraine qui vont encore essayer de saboter le sommet parce qu'elles ont tellement peur de ce qui pourrait en sortir. Je vous laisse sur cette réflexion. Merci beaucoup pour votre attention. À la prochaine fois. Thank you very much for your attention. See you next time.